Maître Moustapha Ngwana, pour Maître Georges Teghem, il n'y a ni refus de droit, ni déni de justice. Il se trouve tout simplement que la demande faite par le MRC ne tient pas. Parce que le MRC ne peut pas obliger le juge judiciaire à donner une injonction à une administration. Non, ce n'est pas le MRC qui ne peut pas. C'est que le juge judiciaire ne peut pas laisser une injonction à une administration. Ok. Bon, mais je vais d'abord dire à Teghem que j'ai l'impression qu'il se trompe un peu de débat. Parce que je me rappelle bien que lorsqu'il introduisait son recours à l'époque, je lui avais communiqué la jurisprudence Sigoko Fossi Abraham contre l'État du Cameroun, où la Cour suprême disait clairement que la nature juridique d'une décision ne dépend pas de la juridiction qu'il a rendue, mais des éléments intrinsèques propres à la dite juridiction. Ici, nous sommes dans un débat différent. Nous sommes dans un débat différent et je vais m'expliquer. Mon cher Teghem, j'étais un des premiers à avoir saisi le tribunal de grande instance du Fundi sur le fondement de l'article 18 de la loi 2006-015 pour obtenir ce que nous appelons en droit Order of Mandamus, pour amener l'administration à poser un acte qui relève de sa fonction et qu'elle s'abstienne de poser. Le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent. On a saisi le Conseil constitutionnel. Mon excellent confrère, Maître Méli, a saisi le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il fallait saisir le Conseil électoral et qu'après le Conseil électoral, en cas de rejet, on peut saisir la Cour d'appel. Je voudrais lui rappeler, parce qu'il faut que nous parlions des fondamentaux de cette science que nous avons en partage. Nous parlons maintenant du droit processuel. Il y a un principe général de droit. Je vais d'abord le dire en latin. Res judicata pro veritae habetur. La chose jugée est tenue pour être la vérité. La chose jugée est tenue pour être la vérité. Le Conseil constitutionnel nous a indiqué la voie. Mais il y a une particularité encore dans cette autorité qu'a la décision du Conseil constitutionnel. C'est qu'elle est renforcée par l'article 50 de la Constitution. Qui vous dit que ces décisions sont opposables à toutes les autorités administratives, civiles, militaires et juridictionnelles? Si donc... Article 52 de la Constitution. La Constitution. 50 de la Constitution. Je viens de citer. C'est 50 de la Constitution. Oui. La chose jugée est tenue pour être la vérité. Je dis bien tenue pour être la vérité. Il n'appartient pas aux autres juridictions de critiquer la décision du Conseil constitutionnel. Si par extraordinaire, vous n'êtes pas d'accord avec la décision rendue par le Conseil constitutionnel, seul le Conseil constitutionnel peut revenir sur sa décision. Même si vous estimez qu'elle s'est trompée, vous êtes obligé d'appliquer la décision que le Conseil constitutionnel a rendue. Vous imaginez un peu que si on dit que l'immeuble sur lequel je suis installé, par exemple, ne m'appartient pas. Vous croyez que s'il y a une décision qui a été rendue et qu'elle est définitive, le seul fait de m'y opposer va enlever la décision, sa valeur juridique? Non. Reste judicata pro veritae habetur Georges. La chose est tenue pour être la vérité. J'ai entendu des gens faire le débat dire que non, que cette considération, cette considérant la décision du Conseil constitutionnel était dans les motifs et non dans le dispositif. Mais il y a ce qu'on appelle en droit les motifs décisoires. Et cette question se pose parce qu'on est en droit francophone. Et il y a ce que nous apprenons, on dit obiter dictum. Parce que c'est également le droit. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une question de droit donné, lorsque le juge se prononce, il fait une bifurcation, c'est-à-dire qu'il peut insérer une opinion étrangère à la cause pour pouvoir mieux expliquer la décision qu'il est en train de rendre. L'obiter dictum s'oppose à ce qu'on appelle en droit le ratio decidendi, les raisons de la décision. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens s'envolent. Ici, le Conseil constitutionnel a indiqué de quel côté il fallait se poser. De plus fort, on n'est pas en train de faire une injonction à Elekam. On demande à Elekam de respecter la loi. Et en l'occurrence, la loi lui impartit un délai pour pouvoir se prononcer. Elekam ne s'est pas prononcé. Nous avons saisi les juridictions qui étaient possibles de saisir. On a saisi le tribunal de grande instance.
ils disent que le tribunal de grande instance est incompétent. On a saisi le conseil électoral, ensuite la cour d'appel. Et c'est la loi qui nous demande de saisir la cour d'appel. Et la cour d'appel dit qu'elle n'est pas compétente. Finalement, donc, sous quel cieux va-t-on trouver le juge qui est compétent en cette matière? J'ai également entendu certains juristes parler de la compétence liée, qu'on devait saisir le juge administratif. Il faudrait qu'on se parle en tant que juriste. Les libertés ressortissent de la compétence du juge judiciaire. Et le législateur, en renvoyant à la cour d'appel, ne se trompait pas. Lorsque nous avons saisi le tribunal de grande instance sur le fondement de ce que les anglo-saxons appellent Order of Mandamus, ce n'était pas une erreur que nous faisions. Le contentieux électoral est un contentieux sui generis. Ces délais dérogent au droit commun. Regardez par exemple l'article 81, donc 5 jours à la cour d'appel pour se prononcer. Lorsque vous allez finir par exemple avec l'élection présidentielle, vous avez 72 heures à compter de la clôture du scrutin pour engager les recours. Le contentieux administratif classique vous impose par exemple d'introduire un recours gracieux préalable avant éventuellement de saisir par un recours contentieux la juridiction compétente. Mais la matière électorale déroge à ce principe-là. Il n'y a pas de recours gracieux préalable en cette matière. Lorsque les gens viennent au jury disent par exemple qu'il y a compétence liée, qu'on devait saisir le tribunal administratif, mais sur quoi se fonde-t-il? Le droit, les libertés individuelles ressortissent de la compétence du juge judiciaire. D'ailleurs, un exemple que je peux vous donner par exemple avec la loi 90/55 sur les manifestations publiques. Lorsque le préfet interdit, qui est le juge compétent? C'est le tribunal de grande instance. Qui est le juge judiciaire? Qui est le juge traditionnel pour connaître des questions qui concernent les libertés individuelles? Donc le débat que Tegem essaie de dévoyer est un débat qui n'a pas lieu d'être. Il faut que nous restions sur les principes fondamentaux que nous avons appris et qui nous rendent et qui sont en train de mettre en perspective la volonté absolue d'Election Cameroun de ne pas respecter une obligation que la loi lui impose. Encore, lorsqu'aujourd'hui on parle, par exemple, on dit qu'on aurait piraté le site de l'ECAM. Mais lorsque nous avons engagé les recours au départ, moi je crois que j'ai mon recours, je l'ai introduit en février 2024. Ensuite, le conseil électoral a été saisi en mai. En mai 2024. En mai 2024 par mon confrère Méli qui m'a fait l'honneur de me donner une copie de sa requête. Est-ce qu'on avait piraté le site? Et qu'est-ce qui coûtait à l'ECAM de publier la liste? Il ne faudrait pas que les gens se laissent décourager par l'attitude de l'ECAM. Les gens doivent poursuivre les inscriptions sur les listes électorales. L'attitude de l'ECAM et de l'administration trahit, ça dit qu'elle est symptomatique de la peur qui a changé de camp. Les Camerounais ne doivent pas se défausser des responsabilités qui sont les leurs. Les partis politiques, les avocats vont continuer à poser les actes qui sont en train de poser aujourd'hui pour qu'on puisse mettre en perspective le moment venu les dérives qui sont celles de l'organe en charge de l'organisation des élections. Je pense avoir dit sur un clair, on est parti de faire une injonction, on demande à l'État de respecter la loi. Et je suis sûr que tu as lu l'article 26 de la Constitution. L'article 26 de la Constitution du domaine de la loi. Les libertés fondamentales sont du domaine de la loi. Et le juge, par excellence, des questions qui concernent les libertés publiques, au nombre desquelles figure le droit électoral, c'est bel et bien le juge judiciaire. Donc c'est une compétence matérielle qui incombe au juge judiciaire. Maître Georges, je vais avoir votre avis sur une question vraiment qui soit moins technique. Vraiment, on a des législateurs qui ne sont pas tous des juristes, mais qui ont une préoccupation. La loi électorale fait obligation à l'ECAM de publier la liste électorale nationale. Dans un délai, c'est le 30 décembre. Au 30 décembre, la liste n'est pas publiée. Qu'est-ce qu'on fait? La loi a prévu les recours. On vient de vous l'article 41. C'est-à-dire? Mais c'est écrit le coup président de la République. C'est écrit noir sur blanc. Donc, monsieur, je vous dis une chose. Non, je comprends. C'est-à-dire que je suis en train d'expliquer. C'est ce qui je vous dis ce qui nous écoute. Moi, c'est qui me gêne. Maintenant que... C'est que même Guana, oui. Ce qui me gêne, c'est que même Guana est en train de louvoyer. Il est en train de louvoyer. Et je vois bien comment ça l'ennuie. Même Guana évoque l'ordre de Mandamus. Il ne dit pas que c'est en matière non administrative. C'est écrit noir sur blanc. C'est en matière non administrative que l'ordre de Mandamus existe. Par contre, quand je suis arrivé à Yaoundé, ça c'est des cas pratiques. J'ai trouvé un confrère, malheureusement aujourd'hui décédé. Un garçon qui était très avenant, il était avocat à Yaoundé.
Un jour, j'arrive me dit qu'il a eu un premier ministre des Affaires étrangères. Il allait s'asseoir devant Madame la présidente du tribunal grand instant du Fondi. Elle lui a signé un tout premier ministre des Affaires étrangères. Je lui ai dit, mais toi, tu sais que c'est. Il dit non. J'ai dit, assis le jour-là, je sais bon que j'ai fait le roi. Monsieur Fangwa, lorsqu'on dit cour d'appel, c'est terme générique, englobant. J'ai dit cour d'appel parce que Ngwana, Maître Ngwana et moi, j'étais dans mon lit, j'ai sursauté à 10h, parce que j'étais rentré à 6h. 6h, peut-être 7h chez moi. J'ai sauté à dire, mais quelle est cette histoire où je suis tranquille, je suis entré dans mon bureau, j'ai pris la loi, je suis allé le trouver dans son bureau. À l'époque, on partageait le même cabinet. Je lui ai dit, mais la fait, c'est la cour d'appel. Il dit, mais Georges, tu as raison. On lisait la loi 2006-022. En matière contentieux électorale, les textes sont singuliers. Les textes sont particuliers. Il l'a dit, et c'est vrai. Sauf que dans le cas présent, je vous dis encore une fois, le terme cour d'appel, ce n'est pas cour d'appel du centre. Le terme cour d'appel, c'est un terme générique. Si le contentieux de la mairie de Douala, d'ailleurs, il l'a fait. Contentieux de la mairie de Douala premier, il l'a fait. Demandez-lui s'il avait exercé le pouvoir. Demandez avec quelle disposition il avait saisi en appel. Alors, maintenant je reviens. Pourquoi il avait saisi un cours d'appel qui a Yaoundé? Demandez-lui. Maintenant, je souhaite qu'il réponde à ces questions-là parce que c'est important. Maintenant, je reviens à ma question. Il est là, il met du latin. Alors que maintenant, le problème est là. Maintenant, je reviens. Est-ce qu'un juge judiciaire, sauf dans le cas des libertés qu'il évoque, peut être ici une injonction? Et même dans le cas de liberté, il n'a déjà pas une injonction. Hein. Le préfet dit qu'il n'y a pas de manifestation. Il annule la décision du préfet. Il n'a pas une injonction. Je ne peux pas. Je reviens à ma question. Le téléspectateur qui est à la maison, il veut comprendre. Il y a un parti politique qui estime qu'il y a une disposition de la loi électorale qui a été violée. Ouais. Ce parti politique veut effectivement que cette disposition-là soit respectée. Oui. Elle saisit les juridictions. Toutes les juridictions qu'elle a saisies pratiquement, c'est déclaré incompétent. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Ne dites pas que toutes les juridictions qu'il a saisies sont déclarées incompétentes. Ah d'accord, ok. Dites plutôt qu'il a saisi les bonnes juridictions sont déclarées incompétentes. D'accord. Si moi, vous venez me voir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'effectivement ces dispositions soient respectées? Mais ce n'est pas à moi de dire les avocats qualifiés. Vous venez me poser des questions sur un plateau de parler au nom des avocats des partis politiques. Non, on a de parler. La loi dit, oui, je parle de ce que je dis. Parce que le sentiment qu'on a là maintenant, c'est que c'est perdu, il n'y a rien à faire. Non, non, non. Attention. Quand un juge se déclare incompétent, je vous ai dit, je veux respecter le travail de mes confrères, de tout le monde. Moi, je suis avocat, quelqu'un vient me voir et me dit, j'ai un tribunal incompétent. Je me tais. Ils le savent. Je me tais. Est-ce qu'on parle? Tu parles ou dis quoi? C'est comme une recevabilité. Ça veut dire que moi, une fois, je suis assis dans la salle. D'ailleurs, je suis plus un gars, il m'appelle, il me dit, mais j'ai suivi une décision là de créer recevable. Il dit non, c'est que, il me dit que irrecevable, c'est grave. C'est grave pour un avocat. C'est grave, mais bon, moi je veux respecter. Vous comprenez? Moi, je veux qu'on discute sur la démocratie, les règles, oui, les valeurs, mais que l'on travaille, non, que l'on travaille en respectant le travail des uns et des autres. Moi, j'ai appris, même des joueurs de football, vous avez convoqué la jeunesse tout ça dans ma vie, même les joueurs de football, ils perdent un match de foot et on les insulte en Europe. Ils passent à la télévision et disent qu'il faut qu'on respecte notre travail. Notamment, on peut perdre un match. J'aime qu'on respecte le travail des gens. C'est pourquoi je ne commente pas les décisions. Mais personne ici n'a critiqué la décision. Non, non, non. Ce que je veux insinuer... Ce qu'on veut comprendre, c'est... Ce que je veux insinuer, c'est que lorsqu'un juge s'est déclaré compétent, ce que moi je fais humblement, c'est que je vais chercher quel est le juge compétent. Je vais chercher qui a la compétence. Dans le cas d'espèce? Je vais chercher qui peut... J'aime pas moi de leur dire, ils savent. Mais M. Edmond Kambia a lu tout à l'heure. Il a dit, mais vous avez lu non, M. Kambia, vous l'avez dit à 41, non? Oui. Il a dit 41 devant vous. Je pense cette mot. Non, en fait, monsieur Duval. Non, attendez. Je connais ça pas cette mot. Il a lu un texte. Non, j'ai lu un texte. Monsieur Duval. Je peux simplement commenter ce texte. Je peux tout simplement. Je vais relire le texte et le commenter. Parce qu'on veut vous prendre un témoin. Il a relire. Je suis dans la loi numéro 2006-011 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement d'Elections Cameroun. Article 41. Je relis la disposition. En cas de défaillance d'Elections Cameroun, dûment constaté
par le Conseil constitutionnel. Par le Conseil électoral. Par le Conseil. Par la loi. Tu ne peux pas. Lisez. Dûment constaté par le Conseil constitutionnel. Lisez. Le président de la République prend, en vertu des dispositions de l'article 5 de la Constitution, des mesures qu'il juge nécessaires pour y remédier. Voilà le texte. Excusez-moi, article 41. Je ne suis pas venu ici pour donner l'orientation à un parti politique. Je suis venu parce que vous m'avez dit quand on m'avait appelé hier après-midi que c'était un sujet didactique. Donc je n'ai pas de leçon à leur faire. Moi j'ai lu la loi. Et moi, c'est pour moi. Là les gens sont là, ils disent déni de justice. Donc c'est pour moi. Excusez-moi. Parce que j'ai dit que je peux commencer ensuite. Mais dis non, mais pourquoi c'est si compliqué? Dites. Vous pouvez donner votre interprétation. Il a déjà lu. Bon, je peux donner mon interprétation. Maître Tcheka. Je peux donner mon interprétation. Allez-y. Oui. Après avoir procédé à la lecture de l'article 41 de la loi de 2006 portant organisation et fonctionnement de l'élection Cameroun, la première interprétation que je fais, que je peux formuler, puisque dans cet article 41, on a cité un interlocuteur, un acteur clé, le président de la République, en vertu de l'article 5 de la Constitution. Et que dit l'article 5 de la Constitution? C'est que le président de la République veille au respect de la Constitution. Il s'assure du bon fonctionnement des institutions. Et parmi les institutions, il y a l'État, il y a le Conseil constitutionnel, il y a toutes les autres institutions. Le président de la République peut, lorsqu'il y a défaillance dans de l'État, prendre des mesures qui jugent nécessaires pour y remédier. Et parmi ces mesures, il y a l'article 8. Article 8 de la Constitution du 18 janvier 1996, qui dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Okay. Il peut décider donc, parce que c'est lui qui nomme les responsables, le directeur général de l'État et plusieurs autres personnalités à l'État, il peut décider de nommer d'autres personnalités à ces fonctions, aussi bien la direction générale de l'État qu'au niveau du conseil électoral. Ça, c'est une interprétation possible. Mais je me rends compte ici, dans cette affaire, qu'il y a un problème. Le problème, c'est la double casquette du président de la République. Il n'est pas seulement président de la République, il est aussi président national du RDPC. Et c'est la dimension politique du problème qui se pose. Parce que s'il était seulement président de la République, sans être président national du RDPC, je pense qu'on trouverait rapidement une solution. Mais il n'est pas seulement celui qui incarne les institutions comme président de la République, mais il est aussi à la tête d'un parti politique qui a des intérêts, n'est-ce pas, à privilégier dans le cadre des élections. Et cela rend compliqué, j'allais dire complexe, pour lui de prendre la décision de désigner d'autres responsables à Elekam qui vont veiller et s'assurer que Elekam fonctionne normalement, c'est-à-dire va organiser des élections de manière comme un organe indépendant, va s'assurer la sincérité des scrutins. Donc ça, c'est l'élément politique que j'apporte, qui rend complexe la décision pour le président de la République, qui a une autre casquette politique, d'agir dans le sens voulu par les partis de l'opposition, et notamment par le MRC. Maître Tcheka, est-ce à dire que le MRC s'est trompé sur la démarche et sur la juridiction compétente pour obtenir l'application de l'article 80 du Code électoral? Monsieur Fangwa, vraiment, je le dis à beaucoup de mes camarades, je leur dis, ne sous-estimez jamais l'intelligence de nos adversaires, les gens du RDPC. Ça serait une erreur. Comme M. Tegem et moi, nous sommes avocats, nous sommes des promotionnaires. Je ne viendrai jamais dire que M. Tegem est bête. D'ailleurs, il est intelligent. Ce qu'il est en train de dire, c'est la ligne de conduite voulue par les RDPC depuis que le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Ce n'est pas anodin que publiquement, en tant que très haut responsable du MRC, que publiquement je félicite les avocats du MRC. Parce que les cabinets noirs sont en train de dire que l'équipe de Maître Méli est incompétente. Allons pas à pas. M. Tegem dit qu'on ne donne pas des injonctions à l'administration. M. Tegem, lorsque le préfet vous met en prison, en garde à vue administrative,
est-ce que ce n'est pas de l'administration? Et qui ordonne la mise en liberté immédiate? C'est le président du tribunal de grande instance, qui est un juge judiciaire. Est-ce que ce n'est pas une injonction lancée par un juge contre une décision de l'administration? Nous le savons tous. Garde à vue administratif, c'est un juge judiciaire qui demande qu'on vous sorte. Le juge de liberté. Le juge de liberté. Le président du tribunal de grande instance. Parce que tout à l'heure, ce qu'il a dit est suffisamment choquant que vous allez devoir me permettre d'y répondre. Parce qu'il a dit qu'un étudiant de 2e année n'aurait pas commis l'erreur que les avocats, je dis bien que les avocats du MRC ont commis. C'est ce que vous avez dit. Non, vous avez dit, je peux pas ne m'interrompez pas, monsieur, lisons la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la Cour d'appel elle-même a dit? La Cour d'appel a dit, je ne suis compétent en matière d'élection que lorsque la liste est déjà publiée. La Cour d'appel n'a pas dit que je ne suis pas compétent en matière d'élection. La Cour d'appel dit, la loi ne me donne compétence que lorsque la liste est déjà publiée. Parce que M. Tegem est en train de vous citer une loi qui a presque 400-500 ans. C'est les lois de la période révolutionnaire de 1799. Napoléon. 13. La convention. 1793, 80, je ne sais pas. C'est des lois qui ont été édictées en France. À l'époque où on disait qu'aucun juge ne peut regarder le travail de l'administration. En plusieurs siècles, cette loi est pratiquement aujourd'hui inexistante parce que vidée de sa substance. Lorsque je dis pratiquement inexistante, c'est pourquoi. Vous vous rappelez qu'à l'époque, lorsque le roi de France vous mettait en prison, on appelait ça les lettres de cachet. Il n'y avait aucun recours. Et d'ailleurs, c'est à cause des lettres de cachet qu'il y a eu la Révolution française. Mais revenons dans le débat. Dans le débat, M. Tegem dit qu'il y a l'article 41 de la Constitution. L'article 41 de la Constitution, l'article 41 de la loi que vous venez de citer, en fait, donne au président de la République le pouvoir de limoger et de remplacer les fonctionnaires ou les membres du conseil électoral qui sont défaillants. Parce que vous devez savoir que les membres du conseil électoral sont nommés pour un mandat. S'ils s'avèrent donc en cours de mandat, ils se révèlent défaillants, la Constitution accorde, la loi accorde au président de la République ce pouvoir de les limoger avant la fin de leur mandat pour les remplacer. C'est de ça que l'article 41... Elle s'appelait Pauline Billon qui avait été limogée. Oui, elle avait été remplacée. Oui, Pauline Billon. Remplacée en vertu de cette disposition de l'article... Et Pauline Billon avait été remplacée dans ces circonstances-là. Dans ces circonstances-là, oui. Pauline Billon, elle a été remplacée. En fait, ce que M. Tegem fait, parce que je ne dis pas M. Tegem, parce que là, il est en train de jouer son rôle de communicant du RDPC. Et moi, ce que je fais, j'explique à la population. Les faits sont constants, les faits sont limpides. Et c'est dans leur sécheresse. Ce que le RDPC s'emploie à le faire. Et M. Tegem n'est qu'une voix parmi tant d'autres. C'est depuis que la Cour d'appel du centre a rendu cette décision que des consignes ont été données aux communicants du RDPC de lancer l'opprobre sur l'équipe de Med Meli, de dire qu'ils se sont trompés. J'ai même entendu quelqu'un dire que un avocat dire publiquement que si quand lui donne même ce contentieux, lui il connaît ce qu'il y a lieu de faire. Nous sommes sur un plateau de télévision. Moi je le dis ouvertement. Si vous dites, M. Tegem, si vous dites que l'article 50 de la... Mais vous exigez que je dise, monsieur, que je n'appelle pas Biabia, vous voulez que je dise, monsieur le président de la République, n'est-ce pas? En vertu de quoi? Qu'est-ce qui fonde votre décision de dire que je dois dire monsieur le président? C'est sur quoi? Monsieur Edmond, c'est sur la base de la décision du Conseil constitutionnel. Biaya a tout dit sur la base d'une décision du Conseil constitutionnel. Pour quand ça vous arrange, pourquoi vous reconnaissez que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tout le monde? L'article 50 de la Constitution dit
les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous les pouvoirs, il dit, y compris les pouvoirs juridictionnels. Donc, notre Constitution dit que lorsque le Conseil constitutionnel prend une décision, ça s'impose à tout le monde. Ça veut dire que même si lui, Conseil constitutionnel, s'est trompé en disant que c'est la Cour d'appel du centre, la Cour d'appel est donc obligée de dire que je suis compétent parce que le Conseil constitutionnel l'a décidé. Vous dites que vous lisez les décisions qui viennent d'un peu partout. Qu'est-ce qu'on appelle la question préjudicielle de constitutionnalité? C'est-à-dire que vous êtes dans un litige. Ce qui se passe dans certains pays. Vous êtes dans un litige, une partie estime que ici, cette disposition légale est contraire à la Constitution. On défère la question au Conseil constitutionnel. Dès qu'elle tranche, c'est fini, on n'y revient plus. Alors, je voudrais qu'on avance un tout petit peu, chers messieurs, dans ce débat avec Edmond. Lorsque on regarde... Non, je vais vous mettre... sauf si vous voulez dire quelque chose sur le premier débat, parce qu'on va avancer sur le deuxième thème. Non, je vais dire une chose, je vais le dire en allant très rapidement, ou indiquer qu'il ne faut pas qu'on se perde. Les décisions du Conseil constitutionnel bénéficient d'une force particulière. Et cette force est consacrée par la Constitution. Ces décisions sont comme des dogmes. C'est comme des dogmes qu'elle est seule à pouvoir critiquer. Je n'ai pas d'accord avec ce que le Conseil constitutionnel a dit. Par exemple, le Conseil constitutionnel a déclaré le président de la République, le monsieur Paul, le président de la République. Il y a des Camerounais qui ne sont pas d'accord. Est-ce que pour autant il n'est pas président de la République? Il est président de la République. Donc lorsque le Conseil constitutionnel se trompe, il n'appartient pas aux autres de venir recadrer le Conseil constitutionnel. La Constitution leur dit vous devez respecter ce qui a été dit. Donc le débat qui est mené par le juridisme, en réalité c'est du juridisme qui est mené par les uns et les autres, qui veulent absolument avoir raison. Il faut savoir, le contentieux des élections est un contentieux particulier. Je l'ai peut-être dit tout à l'heure. On ne peut pas, si vous voulez dire qu'il faut agir, j'ai entendu beaucoup de juristes, des magistrats même dire qu'il y a compétence liée. S'il y a compétence liée, comment est-ce que c'est encadré? C'est-à-dire que quels sont les textes qui vont encadrer la procédure de compétence, la compétence liée qu'ils sont en train d'évoquer aujourd'hui? Étant entendu que le contentieux électoral est un contentieux sui generis, c'est un contentieux particulier. Un contentieux pour lequel on fait par exemple le recours grâce préalable. Or, lorsque vous lisez la loi 2006/022, l'article 17 vous dit dans quel délai c'est-à-dire vous avez 4 ans pour pouvoir introduire le recours grâce préalable. L'administration a 3 mois pour se prononcer. Lorsqu'elle ne s'est pas prononcée, vous avez 62 jours pour introduire le recours. Si on le fait, si on engage une telle procédure, vous comprenez qu'on va se retrouver en décembre 2026, même qu'on n'aura pas terminé avec ce contentieux-là. Donc c'est les textes qui ne peuvent pas être utilisés en cette matière. Il faut que les gens comprennent qu'on est dans un contentieux qui requiert une célérité particulière. Vous avez lu l'article 81, on donne 5 jours. Vous avez lu les dispositions du code électoral. Le contentieux des élections, c'est 72 heures. La plupart des contentieux, c'est 72 heures. Je peux me vanter d'avoir une certaine pratique du contentieux des élections. Et je dis que, en l'espèce, ils sont en train de... On essaie de fourvoyer les uns les autres. Même l'article 41 qui était cité tout à l'heure, je crois que c'est sous le fondement de cet article 41 que Mme Pauline Billon, à l'époque, qui avait été prise à partie pour avoir essayé, je ne sais pas si... En tout cas, il y avait des conditions de neutralité qu'elle ne remplissait plus. Ouais. On l'avait remplacé sur le fondement de l'article 41. Donc les gens veulent dévoiler le débat, nous amener sur des terrains tortueux, c'est-à-dire que pour que nous y perdions le temps et qu'on se retrouve au soir des élections. Si nous sommes véritablement dans une démocratie, quel est l'handicap qu'on peut avoir à publier une liste électorale, puisqu'ils sont sûrs de leur fait, ils sont les plus forts, ils sont les plus beaux et autres. Nous demandons seulement la publication de la liste électorale. Et la publication permet, c'est-à-dire qu'elle participe... Mais voilà vraiment une question, pourquoi ça paraît si compliqué? Oui, bien sûr. Et elle participe, il faut dire une chose, que cela participe de la transparence électorale. Cela participe du droit
du droit du citoyen à pouvoir participer à la gestion des affaires publiques. Vous comprenez? Parce que c'est un droit qui est consacré par la Constitution, le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Nous avons signé le pacte international sur les droits civils et politiques. Nous avons signé la déclaration, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Tous ces textes-là consacrent le droit que nous avons à participer à la gestion des affaires publiques. Et la participation suppose le respect des règles qui entourent la participation. Malheureusement, le copain n'a pas dit que la difficulté qu'il y a pour de publier la liste nationale, qu'elle est même sur le site même d'un parti politique, publier la liste et on voit si nous allons nous en plaindre. Puisque la loi n'a pas indiqué la manière à laquelle la publication doit être faite. Donc, qu'il nous donne la liste nationale, qui nous permettra de pouvoir contrôler de manière effective comment est-ce que les choses se déroulent. Encore, ça va passer de la facilitation pour les électeurs. Chacun peut, à travers Internet, aller regarder son nom, savoir dans quel bureau de vote il va aller et tout et tout. Donc ça facilite le processus. Et on peut facilement contrôler les doublons et tout. Oui. Puisque les gens vont utiliser le logiciel pour contrôler tout ça. Et on se dit que c'est comme si l'omerta, le flou est une recherche permanente de l'ECAM. Alors que l'ECAM est là pour assurer la transparence du processus. Pourquoi donc les conditions qui assurent la transparence gênent tant l'ECAM qui chaque fois est en train de louvoyer et utilise des subterfuges pour se défausser d'une obligation qui lui incombe? La liste nationale n'a rien à voir, les listes qui sont publiées dans chaque bureau de vote auprès des antennes communales de l'ECAM. Il faut qu'on se le dise. Et la loi, comme nous disons en droit, ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Là, la loi n'a pas distingué. Il ne faut pas distinguer. La loi est claire, elle dit liste nationale et elle sait très bien qu'il y a la différence des listes nationales et les listes sont publiées dans les antennes communales. Il faut qu'on nous amène,